Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. Tout d'abord, on espère que vous avez passé de bonnes vacances et nous sommes très heureuses de vous accueillir pour une nouvelle année scolaire. Et cette année, je ne vais pas vous faire la blague de « Oh mon dieu, j'ai complètement oublié de lire le manga de la rentrée !» Attends, mais de quelle blague tu parles? Non, cette fois-ci, je ne me permettrai pas, parce que je sais pas vous, mais moi j'attends cette leçon depuis le début de la chaîne. On vous l'avait annoncé à la fin de l'année scolaire précédente, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans nos vidéos, et vous le connaissez tous au moins de nom ou de réputation. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du shoujo, Fruits Basket. On adore Fruits Basket. Quand on vous dit que c'est un shoujo culte pour nous, on est vraiment au niveau de la vénération. Donc oui, nous allons rester professionnels, mais parfois notre amour pour Fruits Basket risque de déborder. Et ne crois pas que j'ai oublié cette histoire de blague, on en parlera plus tard. J'en étais sûre. Et pour que vous compreniez mieux notre attachement à cette série, on va vous raconter comment nous l'avons découverte. Attention, flashback. Si vous suivez nos leçons depuis un moment, vous savez que notre premier contact avec le monde du manga et de la japanimation s'est fait grâce à l'anime Sailor Moon de 92. À l'époque, on regardait beaucoup d'autres animés à la télé, mais sans savoir que c'était des animés japonais. Pour nous, il n'y avait pas de différence entre un dessin animé français, japonais, américain ou autre. Mais le véritable tournant dans notre passion s'est effectué grâce à un autre animé dont nous parlerons sûrement un jour, Card Captor Sakura. On avait 12 ans quand on a découvert Sakura, et là notre passion a littéralement explosé. Je crois même que c'est à ce moment-là que notre côté fangirl s'est véritablement révélé. Quand nous avons compris que Sakura était une création japonaise et que l'anime avait pour source un manga, nous avons tout mis en œuvre pour nous le procurer. Et ça a été une véritable aventure, parce qu'on habitait dans un petit village paumé, et à l'époque il n'y avait pas de Fnac dans la grande ville la plus proche. On vous passe les détails, mais nous avons finalement trouvé un magasin vendant des mangas. J'avais convaincu ma mère de m'y amener pour m'acheter ce Saint Graal. Dans le magasin, je trouve effectivement le coin manga, mais pas de Card Captor Sakura. Il faut savoir que le rayon manga, bien que déjà populaire, n'était pas aussi fourni et on ne sortait que les nouveautés. Le magasin n'avait pas obligatoirement un stock de séries plus anciennes. Je vous raconte même pas la déception. Mais bon, après tout ce chemin, ma mère m'a poussé à fouiller les rayons pour trouver autre chose. Et j'ai fini par choisir de façon complètement aléatoire, juste en regardant les couvertures et en lisant les résumés, quelques premiers tomes de séries. Donc Marmalade Boy, première leçon de la chaîne et première rencontre avec Maître Wataru Yoshizumi, toi-même tu sais. Urukyu. Notre attachement à cette série est purement nostalgique, mais on exhibe tout de même notre collection dans le décor. Là, juste là. Et vous l'avez deviné, Fruits Basket. Et le hasard fait parfois vraiment bien les choses, parce que sans le savoir, j'avais choisi ce jour-là le shoujo qui allait marquer mon adolescence, ma passion du manga et le monde du shoujo. C'est un peu la rencontre du destin en fait. Ouais, je vous l'avais dit qu'on était complètement dans l'exagération avec Fruits Basket. Donc même si nous étions déjà en contact avec le monde du manga, Fruits Basket est le premier manga que nous avons acheté et consommé en sachant que c'était un manga. Petite remarque avant de commencer, Fruits Basket, on pourrait en parler pendant des heures, sans exagérer, tellement l'œuvre est riche et importante pour nous. Et ça va pas être possible, nous avons dû trier, sélectionner, limiter les éléments que nous voulions développer. Donc il se peut que nous ne mentionnions pas certains aspects de la série qui vous semblent de la plus haute importance. C'est juste pour vous prévenir, et croyez-nous, ça nous fait encore plus mal qu'à vous. Fruits Basket est un shoujo de maître Natsuki Takaya qui a débuté en 1999 au Japon. La série est arrivée en France en 2002, et ces 23 tomes ont été publiés chez Delcourt, dans cette édition dont la commercialisation a été stoppée depuis un moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous procurer la série dans sa version de luxe, toujours aux éditions Delcourt. Cette perfecte édition de 12 volumes a été publiée à l'occasion des 10 ans de la série. Comme on vous a déjà parlé de Fruits Basket dans un cours express, je me permets de vous redire exactement le même résumé que nous avions fait. Et après, c'est moi qui bosse pas pendant les vacances. Un commentaire à faire? Absolument pas. Parfait. Fruits Basket nous raconte l'histoire de Toru Honda, une lycéenne qui a perdu sa mère récemment et qui, pour plusieurs raisons, se retrouve à vivre sous une tente. Sauf que le terrain sur lequel elle s'est installée appartient à la famille Soma. Shigure et Yuki Soma vivent d'ailleurs dans une maison pas loin, et coïncidence, Yuki se trouve être un camarade de classe de Toru. Shigure et Yuki sont touchés par l'histoire et la gentillesse de Toru et l'invitent à rester chez eux quelque temps. Mais Toru va rapidement découvrir le secret des Soma. Leur famille a été maudite il y a très longtemps, et cette malédiction touche plus particulièrement 13 membres. Chacun est maudit par l'un des 12 animaux du zodiaque chinois, plus le chat. Lorsqu'un membre maudit entre en contact avec une personne de sexe opposé, il se transforme en l'animal dont il est maudit. Par exemple, Yuki est maudit par l'esprit du rat. Donc dès qu'une fille l'enlace, ou lorsqu'il est très affaibli, quand il est malade par exemple, il se transforme en rat pour une durée aléatoire. Toru se retrouve donc à vivre avec Yuki, le rat, Shigure, le chien, et Kyo, le chat. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur la mangaka. Avant Fruits Basket, Natsuki Takaya a publié d'autres œuvres, dont la majorité sont disponibles en France. Mais elle a été véritablement propulsée sur le devant de la scène shoujo avec Fruits Basket. Pour vous dire, au Japon, Fruits Basket était prépublié dans le magazine Anatoyume. Mais son succès lui a permis de gagner le prix du manga Kodansha, un célèbre magazine de publication au Japon, dans la catégorie shoujo en 2001. Ce qui est très rare,
car d'habitude ce prix est décerné aux mangas publiés dans Kodansha. Donc Fruits Basket pèse vraiment dans le game du shoujo. La première particularité de Fruits Basket que l'on peut relever, c'est l'aspect fantastique de la série, avec la malédiction et la transformation des 13 en animaux. Mais j'irai même plus loin que ça, même si Fruits Basket se classe dans la catégorie shoujo, la romance n'est pas vraiment au centre de l'intrigue. Alors là, faut nuancer. Oui, il y a de la romance, et je dirais même plus des romances, mais ce n'est pas ça le plus important. L'intrigue du shoujo tourne autour du mystère de la malédiction des Soma, de la découverte des différents membres maudits, et des liens que Toru va créer avec eux. Donc des liens qui ne sont pas obligatoirement de nature romantique. Et on comprend tout de suite que, malgré le côté comique que peuvent engendrer les transformations en animaux, la malédiction qui pèse sur les 13 n'a rien de drôle. Attention, à partir de là, on va spoiler quelques éléments de l'intrigue. La malédiction est un fardeau qui maintient les membres maudits dans un état de malheur inéluctable. Elle doit rester secrète, ce qui limite drastiquement les liens qu'ils peuvent créer avec d'autres individus, et elle les enchaîne à leur chef de famille, à qui ils doivent obéissance, Akito Soma. Selon la légende racontée dans le manga, il y a très longtemps, une divinité invita les animaux à une grande fête qu'il organisait le soir même, en leur précisant de ne surtout pas être en retard. Mais le rat dit sournoisement au chat que la fête n'aurait lieu que le lendemain. Le chat naïf le crut, et il s'endormit en rêvant de la fête du lendemain. Les animaux se rendirent donc à la fête. Le rat arriva le premier, puis vint le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le sanglier. Pour les récompenser, le dieu fit des animaux les représentations des 12 signes du zodiaque chinois. Le chat, trompé par le rat, fut exclu du cercle des 12. Akito Soma n'est pas uniquement le chef de famille, il est aussi l'incarnation de cette divinité de la légende, et il règne sur la famille et sur les 12 de manière cruelle et tyrannique. Il est notamment responsable de certaines blessures physiques et psychologiques que dans sa folie il a infligées à certains des 12. Il est le rappel constant de ce malheur imposé par le destin, auquel les 12 ne peuvent échapper. Et à cause de la malédiction, les 12 ne peuvent pas lui désobéir. Vous l'aurez compris, cet aspect fantastique s'accompagne d'une bonne dose de drame. Rajoutons à cela les conséquences que peuvent avoir les effets de la malédiction. Rappelons que les 12 se transforment au contact d'une personne de sexe opposé. Le manga nous montre immédiatement à quel point cela peut être handicapant dans les relations sociales et amoureuses au quotidien. Bon, déjà ça c'est pas très réjouissant, alors imaginez quand la série commence à nous raconter la réaction d'une mère qui tient pour la première fois son enfant nouveau-né dans ses bras, qui se transforme en animal et qu'elle le rejette parce qu'elle le considère comme un monstre. Ce rejet de l'autre à cause de sa différence, qui apparaît comme une monstruosité ou une anormalité, revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans la série. C'est là que la malédiction prend vraiment toute sa dimension métaphorique. Elle impose aux 12 une différence à laquelle ils ne peuvent rien faire, et ils sont rejetés par les autres à cause de cette différence. Le rejet, c'est quelque chose que tout le monde a pu expérimenter. Dans le manga, ça prend la forme d'une malédiction, mais du coup le manga réussit à traiter un sujet très dur de façon hyper intelligente et bien amenée, parce que le lecteur peut complètement se projeter sa propre situation sur celle des personnages. On voulait insister sur ce thème, parce que quand on lit manga shoujo fantastique avec des personnages qui se transforment en animaux, ça peut faire hausser un sourcil. D'ailleurs, on doit vous avouer que d'habitude, le fantastique dans les shoujo, c'est pas vraiment notre délire. C'est vrai, j'avoue que niveau shoujo, nos goûts sont assez classiques. En gros, on aime les histoires d'amour qui se passent dans un contexte réaliste. Après, c'est vrai qu'on a su apprécier des shoujo comme Rouge Eclipse ou Orange, auxquels on a d'ailleurs consacré des leçons. Mais dans ces shoujo, le fantastique ou la science-fiction servent l'histoire, l'intrigue, le propos. Ce n'est pas juste décoratif. Dans Fruits Basket, c'est pareil. En plus, le fantastique reste assez discret. Le fantastique fait partie de l'histoire, mais il ne motive pas toute l'histoire. Et avant que vous nous fassiez la remarque, oui, on adore les Magical Girls. Mais dans les Magical Girls, la magie, les pouvoirs font partie intégrante des codes du genre. Donc c'est pas pareil. Donc pas d'amalgame. On va passer maintenant à une deuxième grande qualité de Fruits Basket, ses personnages. On dit souvent qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, et bien Natsuki Takaya nous prouve que l'on peut très bien combiner et réussir les deux. En effet, Fruits Basket rassemble de nombreux personnages pour un shoujo. L'héroïne, les 13 maudits, le chef de la famille Soma, mais aussi les amis de Toru, les camarades au lycée, les parents, les professeurs, les collègues de travail, etc. Alors soyons honnêtes, évidemment que certains personnages sont davantage développés que d'autres, notamment Toru, Yuki et Kiyo, vu que ce sont les personnages principaux. Mais dans Fruits Basket, aucun personnage n'est inutile. Chaque personnage a une histoire à raconter, plus ou moins triste, plus ou moins dramatique, et chaque histoire apporte sa pierre à l'édifice de la série. Malheureusement, on ne va pas pouvoir présenter en détail tous les personnages. On a décidé de se focaliser uniquement sur notre héroïne, Toru Honda. S'il y a bien une héroïne shoujo qui a déchaîné les avis et les commentaires, c'est bien Toru. Toru se définit d'abord par sa situation familiale. Elle a perdu son père lorsqu'elle était très jeune, élevée par sa mère, elle se retrouve orpheline à 16 ans, donc au début du manga, perdant sa mère dans un accident de la route. Elle part vivre chez son grand-père, mais la maison de ce dernier nécessitant des travaux,
Il lui demande si elle ne pourrait pas se faire héberger par une amie le temps des rénovations. Mais Toru, qui ne veut gêner personne, décide de vivre toute seule sous une tente. Et elle est obligée aussi de travailler très tard après le lycée pour payer ses frais de scolarité et ses dépenses du quotidien. Ce qui est sûr, c'est que Toru n'est pas gâtée par la vie. Cependant, elle ne se plaint jamais, elle se focalise toujours sur le positif, et elle est déterminée à affronter toutes les épreuves envoyées par la vie avec le sourire. Et c'est là que le caractère de Toru devient problématique. Enfin, disons que c'est là que les avis des fans divergent à son sujet. Toru est gentille, mais genre profondément gentille. Je veux dire, il n'y a pas une once de malice ou d'hypocrisie en elle. Elle est toujours souriante, ce qui la rend un peu niaise, voire stupide. Elle ne porte jamais de jugement hâtif sur les gens car elle cherche toujours le positif, ce qui la rend naïve et crédule. Et elle est toujours prête à aider tout le monde, ce qui la rend facilement manipulable et corvéable. Un tableau très en demi-teinte. Et on peut continuer comme ça avec plusieurs de ses traits de caractère. Toru est très douce, donc docile, toujours joyeuse, donc débile, et obéissante, donc passive. Ajoutons à cela qu'une fois installée chez Shigure, Toru propose de s'occuper de toutes les tâches ménagères parce qu'elle refuse de profiter de son hospitalité sans rien donner en échange. Donc ménage, cuisine, lessive, courses, etc. C'est Toru qui s'y colle. Et avec le sourire évidemment, parce qu'elle adore faire ça, et elle est très douée en plus. Une véritable femme d'intérieur. La femme idéale selon les japonais. Donc oui, c'est une image qui a beaucoup fait grincer les dents des lecteurs occidentaux. C'est pas vraiment l'image de la femme qu'on a envie de voir ou d'encourager. Cependant, il faut aussi prendre du recul. Ce serait dommage de s'arrêter à ça, et pourtant, Toru c'était une héroïne avec laquelle j'avais beaucoup de mal à l'époque. Il y a toutefois une qualité de Toru que les gens oublient souvent de mentionner, c'est son courage. Toru affronte tous les coups durs de la vie. Mort d'un proche, perte de son foyer, problème d'argent, etc. Elle met toujours 100% de son énergie dans ce qu'elle fait, que ce soit dans ses études ou dans son travail, et elle veut être indépendante financièrement, en suivant le modèle de sa mère. Toru sait ce que c'est que de galérer, mais elle sait aussi que l'inaction et la plainte ne servent à rien, et malgré les épreuves difficiles qui lui sont arrivées, elle garde le sourire et la joie de vivre, qu'elle communique d'ailleurs à tout le monde. Franchement, si ça c'est pas être forte, je sais pas ce que c'est. Toru possède aussi un pouvoir magique, au sens figuré évidemment. Elle arrive à apaiser le cœur des gens, à adoucir leurs peines, à alléger leurs souffrances, et sa seule présence, son sourire et ses paroles bienveillantes vont à plusieurs reprises sauver les membres de la famille Soma blessés, rejetés ou brisés par la malédiction. Pour rester dans le cliché de l'univers fantastique, elle est l'héroïne, l'élu que l'on attendait, qui pourra certainement briser la malédiction qui pèse depuis longtemps sur la famille Soma grâce à son pouvoir incroyable. En fait, comme Toru est quelqu'un qui n'a aucun préjugé, elle est prête à accueillir, à écouter et à apprécier tout le monde. Elle accepte les gens avec leurs qualités, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses et leurs différences. Tous les personnages dans Fruits Basket ont souffert. Ils sont perdus et ils cherchent leur place. Et inconsciemment, c'est le rôle que Toru va jouer. Elle va être en quelque sorte une lumière qui va guider, éclairer et réchauffer le cœur meurtri des différents personnages, et plus particulièrement des maudits de la famille Soma. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est la rencontre entre cette héroïne profondément blessée elle-même par la vie, qui n'a plus de famille, qui va aider cette famille nombreuse aux relations complexes et houleuses. On sent d'ailleurs que les relations familiales, et plus particulièrement la relation parent-enfant, est un thème cher à Natsuki Takaya. Donc comme Toru, essayez de ne pas juger trop hâtivement cette héroïne de shoujo, qui est tellement unique qu'elle ne rentre dans aucune de nos catégories. Pour en revenir au thème de trouver sa place, non seulement il parcourt toute la série, mais en plus il est annoncé dans le titre. J'imagine que vous vous demandez quel est le rapport entre une corbeille de fruits et l'intrigue de la série. Fruits basket, corbeille de fruits, c'est bon vous l'avez? Initialement dans le manga, la corbeille de fruits désigne un jeu pour enfants. Les règles sont simples. Les enfants se placent en cercle et un enfant se tient au milieu. Ce dernier donne à chaque enfant du cercle un nombre de fruits que l'on pourrait trouver dans une corbeille de fruits. Puis le jeu commence. À chaque fois qu'un nombre de fruits est appelé, l'enfant qui s'est vu attribuer ce fruit se lève pour jouer avec les autres enfants dans le cercle. Bon, jusque-là tout va bien. Sauf que quand Toru jouait à ce jeu quand elle était petite, on lui attribuait toujours le nom onigiri, c'est-à-dire une boulette de riz. Et si vous avez bien suivi, vous cherchez sûrement la logique entre une boulette de riz et la corbeille de fruits. Eh bien inutile, car il n'y en a pas. Les enfants faisaient ça pour se moquer de Toru, et jamais personne n'appelait la boulette de riz pour venir jouer, car une boulette de riz n'a pas sa place dans une corbeille de fruits. Ah, les enfants sont merveilleux, n'est-ce pas? Vous trouvez ça triste? Mais attendez d'avoir entendu toute l'histoire. Mais Toru, qui ne se laissait jamais atteindre, répondait toujours en souriant elle adorait les boulettes de riz. Elle passait donc son temps à regarder les autres enfants jouer, à attendre qu'on appelle la boulette de riz. Après, Toru n'est pas complètement naïve. Elle avait très bien compris que les enfants faisaient ça pour la mettre à l'écart. Et même si ça ne la dérangeait pas d'être un onigiri, elle aurait quand même voulu que quelqu'un appelle la boulette de riz. Lorsque la famille Soma l'a recueillie et acceptée telle qu'elle était, Toru eut l'impression de se retrouver au milieu de cette fameuse corbeille de fruits. La petite boulette de riz avait enfin été appelée. Elle avait enfin trouvé un foyer et une famille, donc elle avait trouvé sa place. Tout ça pour dire que Fruits Basket
est une œuvre riche en termes d'émotions. Tristesse, joie, colère, angoisse, suspense, mélancolie. Vraiment, on ne peut pas rester de marbre quand on lit ce shoujo. Il y a un dernier point que l'on voulait relever. C'est quelque chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux lors de ma première lecture de Fruits Basket à 12 ans, mais après avoir engrangé assez d'expérience sur les mangas, je me suis rendu compte d'un truc. Fruits Basket est en fait un harem. Enfin, un reverse harem, pour être plus précise. Pour rappel, le reverse harem, c'est quand une héroïne banale de shoujo se retrouve entourée par plusieurs garçons, tous plus beaux les uns que les autres, et qui vont tous plus ou moins lui faire la cour. Généralement, ce genre de série, c'est du pur fanservice. Et je vous renvoie justement à nos vidéos sur le fanservice dans les shoujo pour plus de détails. Dans Fruits Basket, Natsuki Takaya reprend les codes du reverse harem, mais sans tous les clichés qui vont avec. Toru, c'est notre héroïne banale de shoujo, qui se retrouve malgré elle entourée par les 13 maudits, dont une grande majorité sont des garçons, et effectivement, ils sont plutôt beaux gosses. On peut même y retrouver les stéréotypes de garçons incontournables au reverse harem. Le prince populaire à la beauté androgyne, le garçon classe et râleur, le garçon mignon et enfantin, le rebelle, le sale gosse, le garçon froid et mature, le garçon léger et charmeur, l'excentrique, etc. Mais attention, malgré le nombre réduit de personnages féminins, on remplit tout de même notre quota fanservice, puisqu'on a la yandere, la kudere et le personnage moe. Oui, je sais, il manque la tsundere pour avoir la collection complète, mais bon, c'est déjà pas mal. Quoique... Évidemment, ces stéréotypes sont des inspirations, et il serait insultant de réduire les personnages de Fruits Basket aux étiquettes que nous venons de lister. C'est juste très intéressant de voir ce que Natsuki Takaya arrive à faire en partant du genre le plus cliché et le plus fanservice qui soit dans l'univers shoujo. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cliché shoujo qu'elle reprend et adapte de façon originale. Je vous laisse le soin de découvrir sa mise en scène du triangle amoureux. Malheureusement, le temps file très vite et nous allons devoir conclure cette leçon. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons qu'effleurées, voire ignorées, mais encore une fois, on ne pouvait pas être exhaustive. Peut-être que nous reparlerons de certains aspects de la série ou de certains de ses personnages dans de futurs cours express. On aimerait conclure cette leçon avec notre expérience personnelle de Fruits Basket, donc sur du purement subjectif. On avait 12 ans lorsque l'on a découvert la série, il y avait 3 tomes de disponibles à l'époque, et nous avons suivi religieusement et impatiemment la sortie de chaque tome. Le dernier tome de la série est sorti peu après nos 18 ans. Donc Fruits Basket nous a véritablement accompagnés durant toute notre adolescence. Nous avons évidemment relu plusieurs fois le manga par la suite, et à chaque fois on découvrait de nouvelles choses dans la série. Des choses qui nous avaient échappé, des messages que l'on comprenait autrement, un intérêt nouveau pour un personnage qu'on ne pouvait pas supporter, etc. Fruits Basket fait partie de ces œuvres que tu peux relire à volonté, à différentes périodes et à différents âges de ta vie, et à chaque fois ce sera une redécouverte. J'ai beau la relire et la connaître par cœur, la série chamboule à chaque fois mes émotions et mes réflexions. Pour moi, Fruits Basket, c'est le shoujo ultime. Et je dis ça avec la plus grande subjectivité. Beaucoup de shoujo m'ont marqué, beaucoup de shoujo me sont chers, et vous savez à quel point je peux aimer Sailor Moon, mais je pense aussi que s'il ne devait rester qu'un seul shoujo, ça devrait être Fruits Basket. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude, on espère qu'elle vous aura plu. On vous avoue que ce n'a pas été facile pour nous ce coup-ci, parce que Fruits Basket est très important pour nous, et on voulait vraiment lui rendre hommage sans trop déborder. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette leçon et sur Fruits Basket en commentaire, et n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le like, et surtout le partage de la vidéo. Et selon la légende, si tu t'abonnes à notre chaîne, une petite boulette de riz est appelée pour jouer avec ses amis. Franchement, tu veux vraiment empêcher une petite boulette de riz de trouver sa place? Je ne crois pas, non. On vous souhaite une très bonne rentrée scolaire, et on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école Shoujo. Bye!